Bonsoir et bienvenue sur La Première, ravi de vous retrouver à la une de l'actualité de ce vendredi 22 août. Le centre hospitalier de Polynésie sous tension, manque de place dans les services, un personnel à bout de souffle, à tel point que le plan blanc pourrait être déclenché, un dispositif d'exception mis en place lors du Covid. Menace de grève à la flottille administrative, les marins dénoncent un manque de vision sur l'avenir des effectifs qui n'ont pas été rajeunis, un nombre de navires en baisse, le détail dans ce journal. Fin de mission pour Eric Spitz, le haut-commissaire quitte ses fonctions à la fin du mois. Gouvernement indépendantiste, JO 2024, lutte contre le trafic de drogue, sécurité routière, nucléaire. Nous ferons le bilan de ces 3 années polynésiennes chargées pour celui qui a été le visage de l'État au Fénois et qui est avec nous en plateau ce soir. Médecine, urgence, chirurgie, les services du CHPF sont saturés et l'hôpital au bord de la rupture. En cause, la fermeture de lits dans les îles, le manque de professionnels et une population de plus en plus malade et vieillissante. Si la situation ne s'améliore pas, le dispositif Plan Blanc pourrait être activé. Toulourou Guérard, Hubert Liao. L'hôpital de Taoné est à bout de souffle. Les services de médecine et chirurgie ont dépassé le seuil des 100% d'occupation. À Moorea, les hospitalisations ont dû être fermées et à Reatea, il n'y a plus de salle d'opération disponible. Le constat est clair, le système de santé en Polynésie est en souffrance. Il faut agir rapidement parce qu'on manque énormément de médecins, d'infirmiers. Et donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge rapidement parce qu'on va vite arriver à la saturation. Nous, on ne peut rien faire. Et on ne peut que subir. Je pense à ceux qui sont justement dans les îles. Comment ils vont faire si toutefois ils vont être évacués? Et comme réponse, on va leur dire que vous ne pourrez pas venir vous faire soigner parce qu'il y a manque de moyens. Mais c'est très grave. Du côté du syndicat FISAP, la représentante partage l'inquiétude de la population et l'hémorragie du personnel. Je pense que le passif est trop lourd, mais on ne peut plus parler. Après, à un moment donné, le personnel va être fatigué et il va s'arrêter. Parce que aujourd'hui, ce sont les infirmiers, les aides-soignantes qui pallient en l'absence de médecins. On ne peut pas continuer comme ça. Malgré les créations de postes, le personnel manque toujours. Les conditions de travail sont peu attractives. Selon le ministère de la Santé, près d'un tiers des postes aux urgences du CHPF ne seraient pas pourvus. Les soignants, ils restent de moins en moins longtemps sur le territoire, ils prennent des postes et ils s'en vont. Avant, les gens, ils restaient, ils s'installaient, ils fondaient leur famille dans les îles. Maintenant, ils ont du mal à rester. L'isolement, l'éloignement, le fait d'être tout seul. Depuis le mois de juin, l'hôpital est en tension hospitalière de niveau 2. Ce dispositif implique la mise en place de mesures pour désengorger les services. Et si la situation passe au niveau 3, le CHPF pourrait être contraint de déclencher le plan blanc. Je serai amenée à mettre en œuvre des mesures exceptionnelles comme l'annulation de congés, le rappel de personnel, des fermetures d'activités médicales, des reports de prise en charge non urgentes. Voilà, c'est vraiment un examen fin avec la communauté soignante. La dernière fois que le plan blanc a été activé au CHPF, c'était en mars 2020 avec l'arrivée des premiers cas de Covid. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une épidémie, mais les équipes médicales restent en alerte et sous tension permanente. Un appel est lancé à chacun. La santé de tous dépend aussi de la responsabilité individuelle. Véritable tour de contrôle médical, le centre de traitement des appels de Taoné permet de réguler les urgences et de coordonner les transferts de patients à travers tout le territoire. Un rôle donc essentiel, surtout pour les îles. La perle du Pacifique l'a bien compris et souhaite adhérer au dispositif. Explication avec Gaston Tongsong, maire de Bora Bora, au micro de Leïna Tetouanoui et Hubert Liao. Je suis maintenant plus que convaincu d'adhérer, de faire adhérer même d'autres communes à ce dispositif. C'est important. Ça permet d'avoir une intervention plus efficace, plus rapide, dans l'intérêt bien sûr des victimes. Voilà, donc, parce qu'il nous faut effectivement adapter maintenant nos moyens propres, personnels et matériels, en fonction des secours qu'il va falloir offrir à nos victimes. Et ce drame du côté de Paia, un homme de 67 ans s'est noyé hier au PK27. Selon nos confrères de TNTV, l'homme a fait un malaise cardiaque alors qu'il nageait dans le lagon. Malgré l'intervention de la famille et des secours, le sexagénaire est décédé. Les précisions de l'adjoint-chef Kalei Teuiotoa du centre de secours de la commune au micro de Teivaribé.
Rien à voir avec la météo, les conditions météo. Donc voilà, il faisait beau, la mer était calme. Voilà, donc je pense qu'il allait juste se baigner, nager. Et malheureusement, donc, il a eu un malaise. Il y avait sa famille, voilà, c'est sa famille même qu'il a récupéré et sorti de l'eau. Et on prodiguait les premiers gestes de secours avant l'arrivée des pompiers. Manque de vision sur l'avenir, pas de renouvellement d'effectifs depuis 2 ans. Les marins de la flottille administrative en ont marre et le font savoir. Le syndicat Les Gens de Mer a déposé un préavis de grève ce matin, le 3e en 1 an. Reheina Djarian, Dylan Fels. 3 préavis de grève déposés en l'espace d'1 an, le malaise est bien présent au siège de la flottille administrative. Depuis juin, aucune discussion n'a été entamée avec le pays. Pour les syndicats, le gouvernement n'a pas respecté ses engagements pris à la fin du premier préavis. En l'occurrence, un dispositif de départ volontaire à la retraite ou encore le maintien des horaires de travail à 39 heures par semaine. Il n'y a pas de vision sur le long terme. On n'a pas rajeuni. Les effectifs n'ont pas été rajeunis. Et puis les navires ont diminué. Avant on était 7 ou 8 navires, aujourd'hui on n'est que 2. Et puis les effectifs ont beaucoup réduit. Ces 2 dernières années, pas un seul marin n'a été embauché à la flottille. Pourtant, au centre des métiers de la mer, les jeunes en formation ne manquent pas. Ils sont près de 600 déterminés à trouver un emploi. J'allais déposer mes papiers là-bas pour avoir un poste là-bas en tant que marin de pont. C'est un navire de la flottille. Voilà. Au niveau des marins, on va former 80 marins nouvellement formés qui vont entrer sur le marché du travail. L'année dernière, c'était 96. Donc on reste à peu près à des niveaux assez élevés pour permettre en fait l'intégration sur les nouveaux navires notamment qui arrivent. Si aucun accord n'est trouvé avec le pays, la grève sera effective ce jeudi minuit. Les conséquences pourraient se faire ressentir à Maupiti, le Tahiti Nui étant le seul navire à assurer l'approvisionnement de cette île des Raromatei. Et le tribunal mixte de commerce se renouvelle. Le 9 octobre prochain, les quelques 30 000 chefs d'entreprise, patentés et commerçants du territoire sont appelés à voter pour les 6 juges consulaires qui y siégeront. Ces professionnels bénévoles seront élus pour juger d'autres chefs d'entreprise. Explication de Christophe Tissot, président du tribunal, au micro de Mérine Gamblin et Mélissa Chang. C'est une des priorités, une priorité dans tous les tribunaux de commerce. C'est vraiment presque une obsession. Empêcher le conflit d'intérêts, empêcher qu'un juge qui est lui-même chef d'entreprise ait à juger un ami, mais ça peut être aussi un ennemi, un concurrent, un confrère. Et il existe donc pour se défaire de cette suspicion tout un ensemble de règles qui permettent d'empêcher, d'éviter le conflit d'intérêts. Ça fait sur le dernier mandat, les 4 dernières années, nous n'avons eu aucun recours en suspicion contre un des juges du tribunal de commerce. Le haut-commissaire Eric Spitz quitte ses fonctions à la fin du mois. Jeux olympiques à Teahupo'o, mise en place du fonds vert, inscription des marquises à l'UNESCO, collaboration avec un gouvernement indépendantiste, retour sur les 3 ans de mission en Polynésie du représentant de l'État avec Mérine Gamblin, Mélissa Chang. En septembre 2022, Eric Spitz arrive pendant la mandature d'Edouard Fritsch. Puis il est présent lors de la bascule indépendantiste au territorial de 2023. Il retrouve alors Moetai Broderson, qu'il avait côtoyé entre 2008 et 2010. Eric Spitz était à l'époque secrétaire général du haut-commissaire. Les 2 hommes s'apprécient, malgré leurs différences politiques. Le dossier sur lequel on avait peut-être le moins de points d'accord, c'est certainement celui du nucléaire, puisque Ottavini et moi-même, on a des convictions et des idées bien arrêtées sur cette question et sur la manière dont on doit en traiter les conséquences. C'est vrai qu'il est nécessaire de se projeter dans l'avenir, mais pour nous, il est absolument hors de question d'oublier ce qui s'est passé. Visage de l'État en Polynésie, le haut-commissaire veille à la sécurité, la justice ou la défense. Il travaille aux côtés du gouvernement qui lui gère l'économie, la santé ou encore l'éducation. Pour l'ancien président Edouard Fritsch, Eric Spitz est resté fidèle à son rôle. La mutation s'est faite d'une façon toute naturelle et on le sait tous, il a continué à aider le pays, y compris avec un gouvernement indépendantiste. Et je crois que les gens l'ont apprécié. Il l'a fait avec toute impartialité. Il a travaillé pour la France et pour le pays.
L'État en Polynésie, c'est aussi plus de 220 milliards de francs investis en 2024. Le rapatriement des Polynésiens bloqués en Calédonie pendant la crise, la gestion des alertes climatiques ou encore les sauvetages en mer. Mais surtout en 2024, la tenue en toute sécurité des premiers Jeux Olympiques de surf à Teahupo'o. En tant que secrétaire du haut-commissaire, Roberto a pu assister à cet événement de près, un de ses plus beaux souvenirs en 30 ans de carrière. C'est donc l'arrivée de la flamme à Tuatha. On était dans la tribune officielle pour assister donc à ce bel événement. On garde un bon souvenir de notre commissaire et je sais qu'il va nous manquer. Si le gouvernement polynésien actuel fait vœu d'indépendance, l'État, lui, continue à travailler main dans la main avec le pays, sans oublier ses communes. Et nous avons justement le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau Expit, avant son départ d'ici la fin du mois, Yaorana. Yaorana. Merci d'être avec nous. Alors pendant votre mission, l'État a renforcé son engagement au sein de la Polynésie, près de 223 milliards de francs alloués en 2024, dont 1,5 milliard pour le domaine de la santé, notamment pour former les professionnels, équiper les hôpitaux. Or, on l'a vu précédemment dans un sujet, l'hôpital est encore sous tension, manque justement de professionnels. Est-ce que l'État peut encore aller plus loin aujourd'hui ? Il ne m'appartient pas véritablement de commenter les difficultés de la Polynésie dans le domaine de la santé. Moi, ce que j'observe effectivement, c'est que depuis plusieurs semaines, il y a une augmentation des demandes d'évasion urgentes. Et bien évidemment, l'État mobilise tous ses moyens, les hélicoptères, les avions, pour aller sauver des Polynésiens. Quand il y a une vie humaine en jeu, on ne compte pas. Et bien évidemment, nous sommes en pleine discussion pour renouveler la Convention santé. Et nous sommes bien évidemment prêtes à mettre des moyens pour la télémédecine, la prévention, enfin toutes les politiques menées par la Polynésie. Parce que justement, vous êtes beaucoup investi, notamment pendant la crise de l'épidémie du Covid. Oui, alors l'État et mon prédécesseur s'est beaucoup investi et effectivement l'État a fait une exception à la règle pour aider la Polynésie malgré le statut d'autonomie. Alors c'est un gros sujet, l'ICE, ces 4 derniers mois. Par exemple, il y a eu pas moins de 254 kilos qui ont été saisis contre 13 kilos en 2024. La Polynésie est envahie. Depuis votre arrivée en 2022, la situation s'est aggravée. Alors le PACA et l'alcool ont toujours été votre priorité. Est-ce qu'aujourd'hui, la priorité numéro 1, c'est l'ICE ? Non, c'est les trois. C'est les 3 fléaux, ma priorité. Ce que vous dites est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'à mon arrivée, on a fait 12 kilos d'ICE, et là, on en a fait encore 180 kilos. Alors, c'est aussi parce qu'on est plus efficace, c'est aussi parce que depuis 3 ans, nous travaillons en confiance avec les Australiens, les Américains. C'était pas gagné il y a 3 ans. C'est eux qui nous donnent des renseignements, mais il faut quand même bien aussi souligner que les 1,8 tonnes de cocaïne et les 187 kilos d'ICE qu'on a pris à Nuku'hiva étaient destinés à un autre marché que le marché polynésien. Donc nous sommes une zone de transit. Il y a bien évidemment de l'ICE qui circule chez nous et nous le combattons. Je rappelle quand même qu'on a formé 4 chiens, 2 pour la douane, 2 pour la gendarmerie en Nouvelle-Zélande, qui sont spécialisés dans la recherche d'ICE. Donc voilà, on mobilise tous nos moyens. J'observe aussi quand même que 100% des violences intrafamiliales, quasiment, sont sur fond d'alcool, et que nos mauvais chiffres de la sécurité routière, les tués, c'est aussi l'alcool. Alors c'est aussi l'ICE quand même, les dealers ont pignon sur rue, la Fédération de lutte contre les drogues le voit et a affaire à ça quand même tous les jours et demande justement un plus de moyens de l'État en termes d'effectifs. On sait que la situation du narcotrafic est très problématique dans l'Hexagone, mais est-ce que c'est possible ? Oui, on a mis plus de moyens. Je vous rappelle qu'on a 2 patrouilleurs neufs, qu'on va avoir 3 Falcon 59 pour surveiller la zone. On a les chiens, on a la coopération internationale, on a des sanctions prononcées par les juges qui sont sévères ici, contrairement à ce que j'entends. Là, pour la possession de 2 ou 3 kilos d'ICE, une personne a pris 7 ans de prison ferme il y a quelques jours. Donc effectivement, on mobilise tous nos moyens. Après, si vous êtes victime d'addictologie, il faut bien trouver un centre d'addictologie. Ça, c'est plutôt de la compétence, effectivement, la du santé pays. mentale aussi, des personnes qui sont dehors. Les SDF, 40% ont des problèmes de santé mentale. Il nous faut aussi des centres de santé mentale pour les mineurs. Donc c'est toujours un dialogue entre la répression que nous incarnons et la prévention qui est aux mains du pays.
Alors, autre sujet de lutte de l'État, c'est la sécurité routière. 39 morts en 2024, 24 depuis malheureusement le début de l'année. Vous avez renforcé les contrôles, vous voulez mettre plus de pression. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que finalement la pression ne fonctionne pas ou plus? Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour qu'il y ait moins de morts sur les routes en Polynésie? Alors, effectivement, vous avez raison, il y a eu 39 morts l'année dernière et on a déjà un chiffre important au moment où on se parle. Il faut noter que 80% des décès sont des deux roues, qui en général se tuent tout seuls, souvent alcoolisés. Pour en revenir au problème précédent. Nous avons organisé un séminaire avec la Polynésie française au mois de novembre, parce qu'on est arrivé, vous avez raison, un peu à la limite, parce que tous les ans, je demande aux policiers, aux gendarmes d'augmenter de 50%, que c'était la répression. Il faut saisir l'arme du crime. Hein. Si vous avez des gens qui roulent sans assurance, sans permis, ivres, et que vous ne pouvez pas saisir le véhicule, ça ne sert à rien ce qu'on fait. Donc il nous faut des fourrières et donc il faut absolument, et c'était l'objectif, un des objectifs de ce séminaire, avoir des fourrières pour saisir les véhicules, pour saisir ce que j'appelle l'arme du crime. Merci Monsieur le Commissaire, vous restez avec nous. En attendant, on va passer à la suite. Plus d'autonomie pour les communes. Après les marquises, c'est aussi la volonté des maires des îles sous le vent. L'idée, avoir un statut de collectivité, mais toujours rattaché à la République. L'objectif, obtenir davantage de moyens pour répondre aux besoins de l'archipel et récupérer certaines compétences, comme la fiscalité. Les explications du maire de Bora Bora au micro de Hubert Liao et Leïna Tetouanoui. De plus en plus d'ailleurs, les communes veulent être autonomes dans leur fonctionnement. D'ailleurs, c'est consacré par la Constitution française que chaque commune doit s'administrer de manière autonome. Voilà. Donc on va dans ce sens. Ça n'a pas pu se faire plus tôt auparavant? On n'était pas mature. Voilà. Donc maintenant, je pense que les maires sont capables de voir le bon projet de développement pour leur commune. Alors, monsieur le commissaire, on vient de l'entendre, les îles sous le vent demandent à devenir une collectivité, mais toujours attachée à l'État. Lana Tetouanoui, qui est sénatrice, veut porter cette requête au plan national. Vous, quelle est votre position? Vous savez, depuis que je suis arrivé, il y a une loi qui s'appelle la loi NOTRe qui ne s'applique pas à la Polynésie. C'est une loi qui consiste pour les communes à se regrouper en communautés de communes. Et j'ai beaucoup œuvré, beaucoup de communautés de communes ont été créées depuis 3 ans aux Australes, aux îles sous le vent, les Tuamotu Ouest, demain les Tuamotu Est, les Marquises c'est la plus ancienne. Et je pense que ce qui est important c'est le dialogue et la loi peut être en préparation pour éventuellement transférer des compétences du pays aux communes ou des communes au pays et renforcer ces intercommunalités, c'est la priorité. Les Français adorent les statuts, adorent les choses compliquées. Moi, dans un univers compliqué, je préfère les choses simples. Alors, quand vous êtes arrivé en Polynésie, c'est Edouard Fritsch, président autonomiste, qui vous a accueilli. Ensuite, il y a eu les territoriales, un changement de gouvernement, indépendantiste, cette fois-ci. 2 hommes, 2 bords, une différence pour vous? Non, je crois que leur point commun, et j'espère notre point commun, c'est qu'on a vraiment travaillé à l'avenir du pays, à construire à côté du tourisme d'autres piliers du développement économique, le numérique, l'économie bleue. Et bien évidemment, les 2 hommes ont un tempérament différent, mais j'ai apprécié de travailler avec les deux. Alors, il y a une entente avec Moetai Brotherson, président donc indépendantiste, mais il y a un sujet épineux qui reste, c'est le nucléaire. Vous avez mis en place la mission Aller Vert pour aider les Polynésiens des îles à constituer leur dossier d'indemnisation, mais il y a eu ce dernier rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui revient sur les mensonges de l'État quant aux retombées, à ce discours aussi qui minimise les effets sur la partie sanitaire des Polynésiens. Est-ce que l'État peut changer justement son discours vis-à-vis de ça? Je pense que quand vous disiez ça, vous ouvriez les guillemets et citiez le rapport, que vous ne le preniez pas à votre compte. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, le président de la République s'était quand même engagé fortement en juillet 2021 à prendre toute une série de mesures. Moi, j'ai tenu l'intégralité de ces engagements. Je ne vais pas tous les citer, mais la création d'une compagnie à AO, la création de la mission Aller Vert, 40 millions d'euros, c'est à peu près 1 milliard pour la dépollution des îles, la cession d'un terrain et d'un bâtiment pour construire un centre de mémoire, la déclassification des documents au secret défense. J'ai lu avec attention le rapport, il est long, il est très long, le dernier rapport et surtout les recommandations.
Les recommandations sont à peu près les mêmes, à peu de choses près. Il y en a certaines qui sont intéressantes que celles qui avaient été faites par le rapport de la mission sénatoriale dirigée par Madame la sénatrice Tétouanoui. Donc moi, j'y vois effectivement un travail intéressant, mais rien de bouleversant par rapport à ce qui s'est fait il y a 5 ans. Dernier mot, monsieur le commissaire, les JO ont quand même marqué aussi vos 3 années en Polynésie. Justement, qu'est-ce que vous gardez, vous, de ces 3 ans de mission ? Déjà, j'aimerais remercier solennellement et sur Roquet Neutron les familles qui m'ont ouvert leurs bras, leur maison dès le premier jour de mon arrivée. J'ai passé l'essentiel de mon temps avec des Polynésiens, ce qui m'a aussi quand même aidé à comprendre un peu les choses. Et ce que je retiendrai, c'est moins les paysages que ces dizaines, ces centaines de visages qui m'ont accueilli, qui m'ont souri, avec qui j'ai mangé, essayé de jouer du ukulélé pendant ces 3 années, et je leur en suis infiniment reconnaissant. Merci, monsieur le commissaire, d'avoir été avec nous ce soir. Partir travailler à l'international, une belle opportunité pour les étudiants de l'école de commerce développement Tahiti. Une expérience vécue par Oriane Saroui via le programme Business France. La jeune femme a donc tenu à partager son aventure et aider les étudiants à obtenir un visa de travail. Elle est au micro de Teiva Ribéi. C'est absolument génial puisque c'est Business France est aidé par l'État pour justement pousser nos jeunes à aller plus à l'international. Donc c'est vraiment un programme qui a été construit pour les jeunes. C'est déduit au moins de 28 ans. On ne peut pas postuler au-delà de 28 ans. Et il se charge de toute la partie administrative. Il se charge de trouver le visa qui correspond et même de mettre en relation les entreprises et certains bons profils aussi pour l'international, justement. Donc c'est une super opportunité. J'aimerais qu'on en parle plus, qu'on soit plus au courant que ça existe. Et c'est la fin de ce journal. L'information principale de ce vendredi. Le CHPF est saturé, les services sous tension. En cause, un manque de lits dans les hôpitaux des îles, de plus en plus de malades et une hémorragie du personnel. Si la situation ne s'améliore pas, le plan blanc pourrait être déclenché, un dispositif exceptionnel mis en place lors du Covid. Et l'information continue sur notre site internet. À la une aujourd'hui, la Sétonge de Haroué va être restaurée. Le bâtiment célèbre ses 133 ans cette année. La décision a été actée en conseil municipal le 19 août dernier. Tout de suite sur la première, des nouveaux épisodes de la série Les Invisibles, suivis de Fort Boyard. Et on se quitte ce soir avec les belles images de l'exposition de l'artiste peintre May Artea. Elle s'appelle Ruriapo, fragment de rêve, et est à la Maison de la Culture jusqu'à demain. Très belle soirée à tous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.